Diawara, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous, pour les GNDA, pour l'organisation des Journées nationales des diasporas et de l'Afrique de vous avoir aujourd'hui. Vous avez été modérateur de la conférence portant sur les nouveaux défis et opportunités pour un co-développement durable. Et déjà merci pour cela. Je vous en prie. Et pour les personnes qui peut-être ne vous connaissent pas aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous dire surtout auprès de quelle institution ou du moins comment est-ce que vous agissez pour la cause africaine, vous présenter tout simplement? Alors, c'est une excellente question. Je vais commencer par dire que moi, j'ai une passion, c'est l'Afrique. J'ai fait des études comme tout le monde en Europe, en Afrique d'abord, en Europe après. Des études de droit, d'économie internationale, commerce international, des études de relations internationales, et un troisième cycle de communication. Ce n'était pas sur l'Afrique, c'était sur autre chose. Mais j'ai toujours eu comme préoccupation de savoir qu'est-ce que j'allais faire de tout ce que j'apprends, mais pour l'Afrique. C'est-à-dire, à chaque fois, je décline. Ça, c'est mon truc principal. Donc, quand je suis sorti, j'ai commencé à travailler dans un journal qui a été créé en Afrique, qui s'appelait Africa, et après devenu Africa International. Un journal qui a ouvert un bureau à Paris. Donc, j'étais m'occuper des dossiers économiques, etc. Et depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai travaillé sur rien d'autre que sur l'Afrique. J'ai même fait plus. Je me suis rendu compte que, par exemple, pour exporter en direction de l'Afrique, pour envoyer on va dire des travailleurs ou en tout cas des compétences en Afrique, je me suis rendu compte dans un dossier qui avait été fait par le moniteur du commerce international. Dans ce dossier, on avait mis quelles sont les spécificités pour travailler en Afrique, ou en tout cas pour exporter. Et ce journal avait eu la mauvaise idée, en tout cas, de dire que, par exemple, pour un pays comme le Bénin, il n'y avait pas de spécificité culturelle pour quelqu'un qui veut exporter. Alors ça m'a tellement révolté que j'ai monté un module d'approche culturelle des marchés d'Afrique que j'ai proposé dans des écoles de commerce, à l'École supérieure de commerce de Marseille, à l'ESCP à Paris, dans plein d'écoles, parce que je me suis dit, pour développer, j'étais déjà dans le co-développement moi, pour que les relations soient les plus fluides et meilleures entre l'Afrique et le continent européen, il faut absolument que les Européens qui vont en Afrique partent en Afrique, non pas avec des préjugés, mais avec une certaine maîtrise, si j'ose dire, des méthodes pour pouvoir approcher l'Afrique comme on approche n'importe quel continent. Parce que la vérité, c'est ça. Le problème, c'est ça. J'avais été frappé par le fait que, par exemple, pour approcher les pays d'Asie, à l'époque, c'est le Japon qui était à la page. Alors, on parlait beaucoup des cercles de qualité, gna gna gna. Après, on expliquait qu'au Japon, quand on dit bonjour, qu'on donne la carte, il faut le donner avec les deux mains. Après, il faut s'asseoir, faire comme ci, faire comme ça, etc., etc. Et je me suis dit, alors, quand on va en Afrique, on fait comme on veut, quoi. Voilà. Donc, ça, c'était un problème. Donc, en fait, moi, j'ai toujours eu comme objectif de faire les choses pour montrer que l'Afrique est un continent normal. C'est-à-dire qu'il faut respecter dans ses traditions, ce qui signifie donc que les Africains doivent aussi garder un certain nombre de spécificités et porter ces spécificités, non pas honteusement, mais fièrement. C'est-à-dire, au lieu de faire semblant d'essayer d'imiter ce que les autres font, il y a des points sur lesquels nous avons le droit d'être nous-mêmes. Voilà. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Et dans le cadre de mon métier, je suis donc journaliste et responsable éditorial du Point Afrique, qui est le site que le groupe Le Point consacre au continent africain. Je l'ai créé avec l'appui bien sûr de la maison, puisqu'on m'a demandé de le lancer, donc je l'ai lancé en 2014. Et notre objectif est à la fois d'informer et de former. C'est-à-dire nous voulons que les jeunes, les personnes qui s'intéressent à ce site, comment dirais-je, comprennent déjà comment l'Afrique fonctionne, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, culturel, etc. etc. Donc sur tout ça, on a des articles. Le deuxième point, c'est que nous évitons le bruitage. Parce que pour moi, l'un des problèmes de l'information concernant l'Afrique, c'est le bruitage. C'est quoi le bruitage? C'est d'expliquer que dans une zone de guerre, il y a des morts. Que tout le temps, il y a des guerres par-ci, des guerres par-là. De ne parler que de ça. En parler, oui, mais il n'y a pas que ça. Donc, parler de l'Afrique qui se construit, de l'Afrique qui prend des initiatives, de l'Afrique qui essaie de s'en sortir,
Parce que quand on voit l'importance du secteur informel, contrairement aux apparences, les Africains ne sont pas assis en train d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Donc tout ça, ce sont des choses qui, à mon avis, passent aussi par l'information. Ça passe par l'information, pourquoi? Parce que si les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe et qu'on ne leur donne que des informations négatives, ils vont avoir une idée négative d'eux-mêmes. Donc les enjeux de l'information sont très forts. Et j'avoue que je regrette aujourd'hui que malheureusement, l'Afrique soit le seul continent qui n'est pas un pays qui est un média de référence. Quand je dis un média de référence, c'est-à-dire un média vers lequel les Africains vont se tourner ou se tournent pour se faire une idée de quelque chose. Donc ça veut dire que le travail de journaliste est un travail qu'il va falloir, je dirais, réorganiser. Voilà. Pourquoi? Parce que l'information est un enjeu de développement vital. Quand on a des programmes, que ce soit du Fonds monétaire ou des gouvernements, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la présentation des programmes se fait en français ou en anglais ou je ne sais pas dans quelle langue. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas fait en langue locale, dans certaines langues locales? C'est de l'information. Donc ça signifie qu'il faut qu'on sorte de cette hiérarchie qui fait que pour parler information, on parle seulement français, anglais ou je ne sais pas trop quoi, et comprendre que on est en plein dans la communication. La communication, ça veut dire quoi? Il y a un émetteur, il y a un récepteur. L'émetteur sort un son, sort quelque chose que le récepteur peut recevoir. Si on veut que l'Afrique soit un continent inclusif, et pour moi, l'inclusivité, c'est une question centrale. L'inclusivité, ça veut dire faire que les gens, non seulement sont partis au match, mais qu'ils sont surtout concernés. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes de l'Afrique, la corruption, le fait que les gens ne sont, comment dirais-je, que la notion de bien public ne soit pas bien disséminée, etc., bien comprise, en tout cas bien assurée, mais tout ça, ça fait partie, ça vient du fait que l'information n'est pas bien faite, que l'inclusivité, on ne se bat pas toujours pour. Or, tant qu'on n'aura pas réussi l'inclusivité, on ne va pas ramasser nos forces, parce que l'Afrique a besoin de ramasser ses forces pour pouvoir s'en sortir. Parce que les autres ne nous laisseront pas faire. Nous avons tout ce dont les autres ont besoin. Tout ce dont le monde a besoin, nous l'avons. Les terres, les gisements, les machins, etc. On a la démographie. Donc, ça veut dire que ce qui reste à faire, c'est quelque chose qui ne peut venir que de nous. Mais ça, il faut qu'on travaille tous pour le faire. Et chacun, là où il doit faire 1 millimètre, c'est toujours 1 millimètre de gagner pour l'Afrique. Et croyez-moi, à 1,5 milliard, ça fait 1,5 milliard de millimètres. Mais faites le calcul. Alors c'est très pertinent tout ce que vous dites. En plus, vous avez soulevé énormément de choses, des enjeux, des problématiques en Afrique qu'il faut prendre à bras le corps. Et par rapport à tout cela, quel regard est-ce que vous portez sur la jeunesse africaine et sa diaspora? Parce que tous ces enjeux dont vous parlez, il faut que quelqu'un les prenne, il faut que quelqu'un les voie, et surtout que ces personnes-là, particulièrement les Africains, comme on le dit, parce qu'on est dans ce type d'événement également qui promeut l'Afrique, il faut que les jeunes, que la jeunesse africaine, elle sache qu'il y a ces enjeux, elle sache qu'il y a des engagements à prendre. Donc vous, au regard de la jeunesse aujourd'hui, quel regard très simplement vous portez sur cette jeunesse et sur celle africaine qui est en Afrique et également sur celle de la diaspora? Alors, moi je vis en diaspora, mais j'ai des neveux et des nièces qui vivent en Afrique. Donc ça veut dire que je suis dans une famille africaine, tout ce qu'il y a de plus normal. Le regard que je pose, c'est le regard de jeunes qui font tout pour s'en sortir. Quand je dis qu'ils font tout pour s'en sortir, qui essaient qui prennent des initiatives, qui essaient de monter des entreprises, qui essaient de se former au mieux, etc., etc. Donc, une jeunesse qui est en quête de qualité. Et de qualité, vraiment, de qualité extrêmement pointue. Le problème, c'est que ceux qui sont aux affaires ne sont pas souvent des jeunes. Et surtout, il y a un problème, de mon point de vue, dans la tête. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, sont passés à autre chose. Ils ont un mindset complètement différent. Mais le logiciel de ceux qui dirigent nos pays est un vieux logiciel. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre les réactions des jeunes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi, ils n'arrivent pas à mettre en place ce qu'il faut pour les jeunes. L'éducation, c'est un domaine extrêmement important. J'avoue franchement que je ne comprends pas pourquoi nos pays, même si on peut penser qu'ils font des efforts pour développer l'éducation, je pense que ce n'est jamais assez de le faire. J'en parle pourquoi? Parce que moi, je viens d'un pays et d'une génération qui a consacré 30% de son budget. Croyez-moi, quand on a été dans une bonne école, après, on est vraiment armé pour la vie. Moi, j'ai fait le Prytanée militaire de Saint-Louis.
qui est l'un des meilleurs établissements du Sénégal. Les jeunes qui sortent de là-bas sont formés non seulement comme intellectuels, si j'ose dire, mais aussi comme des citoyens. Je pense que c'est des exemples qu'on devrait multiplier. Et ce n'est pas compliqué de le faire. C'est vrai que c'est une école militaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut militariser tout. Mais en termes de méthode, en termes d'approche, en termes de regard, etc., quand on voit que quelque chose marche, mais il faut le faire. Mougar Sarr sort de là-bas, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui sortent de cette école-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, le regard que nos autorités et les personnes d'une certaine génération, c'est-à-dire nous, posons sur l'Afrique, c'est essayer de transmettre le mieux qu'on peut notre passion de l'Afrique, transmettre notre amour du travail. Rien ne sera acquis, rien ne sera possible sans travail. Il n'y a que le travail qui paye. Le problème, c'est que la nouvelle génération est habituée à pousser des boutons et donc à ne pas intégrer l'artisanat des choses. Donc il faut, de mon point de vue, développer quelque chose qui permette à la jeunesse africaine de comprendre et l'artisanat des choses et en même temps de pouvoir accélérer et montrer et réaliser que de toutes les façons, rien ne se fera sans elle. Rien ne se fera sans elle. Tout à fait. Vous montrez l'importance de la jeunesse africaine et c'est vrai. Et vous avez également dit qu'il faut que les États puissent se saisir de certains outils afin de permettre à la jeunesse africaine d'agir. Donc est-ce que vous pensez que dans cette atmosphère aujourd'hui, la jeunesse a un certain rôle à jouer? Est-ce qu'elle a un rôle particulier à jouer ou est-ce qu'elle doit forcément attendre? En gros, est-ce que la jeunesse a des outils, des moyens à sa disposition, à sa portée pour changer les choses? Honnêtement, je ne crois pas que la jeunesse attende. Franchement, je pense que la jeunesse est passée à autre chose. Elle a regardé, elle a observé, elle s'est rendue compte que 60 ans après, plus de 60 ans après les indépendances, il y a des erreurs qui étaient compréhensibles au début, mais comme dirait l'autre, errare humanum est, perseverare diabolicum. Là, on est vraiment dans la période diabolicum. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui sont inexplicables. Mais quand c'est si inexplicable que ça, c'est que c'est fait exprès. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on regarde dans nos sociétés et dans la manière dont les pays africains fonctionnent, ce que j'appelle les chevaux de Troie. C'est-à-dire des gens qui ont un logiciel toujours contre ce qui va permettre à l'Afrique de s'en sortir. Ils n'ont pas confiance dans les autres, ils sont corrompus, bref, ils font tout ce qu'il faut pour que rien ne marche. Et ils favorisent les entreprises étrangères, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas permettre aux entreprises étrangères de s'impliquer dans nos économies. Mais donner la possibilité au moins aux nationaux de pouvoir faire quelque chose. Quand on pense investissement, qu'est-ce qu'on dit? On pense investissement direct étranger. Mais pourquoi est-ce qu'on ne crée pas des codes d'investissement pour des nationaux? De toute façon, ils ne payent pas d'impôts. La majeure partie ne paye pas d'impôts. Donc créons au moins quelque chose qui leur fasse comprendre qu'on tient compte de ce qu'ils font, qu'on tient compte de leur investissement. Rendez-vous compte. Le secteur, il y a le secteur formel et le secteur informel en Afrique, y compris dans le domaine financier. Tout le monde sait qu'il y a plus d'argent dans le secteur informel financier que dans le secteur formel financier. Il y a un problème. Et on nous explique tous les jours, vous pouvez faire, d'ailleurs, il y a un sommet qui va se dérouler prochainement, on nous explique tous les jours qu'on a des problèmes de financement. Tous les jours. Oui, on a des problèmes de financement. Pourquoi? Parce que quand les États africains repèrent quelqu'un qui a développé une activité et qui gagne de l'argent, on lui saute dessus. Soit on lui fait un contrôle fiscal, soit, etc., parce qu'on veut qu'il milite pour le parti au pouvoir, etc. Ça, c'est des choses, il faut qu'on sorte de ça. Parce que ça casse les initiatives. En plus, ce sont des gens qui créent des emplois. Donc, quand on crée un emploi, ou quand on crée des emplois, on fait baisser la pression sociale. Le secteur informel aujourd'hui, quand les gens en parlent souvent en pensant de manière négative. Mais je dis, mais franchement, on est sur quel monde là? On est sur quel monde? S'il n'y avait pas de secteur informel aujourd'hui, mais l'Afrique, ce ne serait même plus une poudrière, ce serait une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire. Donc comment se fait-il que ce secteur représente 80% des gens qui travaillent en Afrique? Depuis 60 ans, on n'a pas trouvé de solution. Alors qu'on essaie de trouver des solutions sur des choses qui ne fonctionnent pas. On a des structures qui ne financent rien du tout, qui ne sont pas dans le mindset du développement. Parce qu'il faut qu'on soit dans le mindset du développement et de l'Afrique debout.
Je ne vais pas citer, je pense à un pays qui a manifestement changé de mindset et qui se porte, ma foi, malgré des ressources limitées, qui a décidé de poser un autre regard sur lui-même. Les habitants ont posé un autre regard sur eux-mêmes, c'est le Rwanda. Quand on va au Rwanda, on sent qu'ils sont fiers d'être rwandais. Et en plus, quand ils regardent, quand ils observent les autres Africains qui viennent là-bas, qui sont admiratifs qu'Kigali est une ville propre, l'organisation, etc., etc. Mais c'est une renaissance pour eux. C'est une renaissance parce que ce qu'ils ont vécu, c'est quelque chose d'inimaginable. Je veux dire, 800 000 personnes tuées en je ne sais pas combien de semaines, mais je veux dire, c'est quelque chose... je veux dire, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en termes de drame. Et pourtant, ils se sont redressés. Donc, les autres pays qui n'ont pas vécu ça trouvent encore le moyen de continuer à mendier à gauche, à droite, comme dit l'un de mes amis, mendier tout en étant assis sous un tas d'or. C'est pas possible. Il faut qu'on sorte de cette logique-là. Et pour sortir de cette logique-là, il n'y a pas d'autre solution. Le travail, le travail, le travail et la confiance en nous et l'idée qu'on se fait de nous-mêmes. Mais cette idée qu'on se fait de nous-mêmes, elle passe aussi par les médias, par la communication. Figurez-vous qu'aujourd'hui, quand vous allez en Afrique, sur 10 heures de programme, si un enfant est devant la télé pendant 8 heures, ben vous êtes sûr que sur les 6 heures de programme, il ne voit que des programmes qui viennent d'ailleurs. Il aura peut-être 2 heures de programme local. Comment voulez-vous que quelqu'un qui regarde 6 heures de programme venus de l'extérieur ne se dise pas que ben, c'est peut-être mieux ailleurs? Consciemment ou inconsciemment. Et c'est là l'un des problèmes. Vous avez totalement raison quand vous en parlez. C'est comme s'il y a une matrice originelle qui on est en train de formater, on va dire, l'esprit africain, l'esprit des jeunes particulièrement. Et c'est vrai que c'est triste. C'est pour ça que je pense que, par exemple, au niveau de la production audiovisuelle, puisque là on est en plein dedans, au niveau de la production audiovisuelle, nous avons des richesses culturelles incroyables. Aujourd'hui, l'Afrique doit se battre pour rassembler toutes ses mémoires. Rassembler toutes ses mémoires, c'est-à-dire voir tous les anciens, leur demander comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, rassembler des documents, rassembler des sons, rassembler des trucs, parce que sinon tout va partir. Et si tout part, on est foutu. Parce qu'un peuple sans mémoire, mais c'est un peuple qui est perdu. Quand on est sans mémoire, on vient vous raconter n'importe quoi, on vient vous dire, avant ça se passait comme ça, ben vous n'avez pas de preuve, vous pensez que c'est comme ça. Or, si vous avez une mémoire, vous pouvez vous appuyer sur ce que les anciens ont fait pour pouvoir se défendre, se protéger, avancer. Tout ce que les anciens ont fait, ils ont perdu les batailles qu'il ne fallait pas perdre, mais ils les ont perdues avec dignité. Et ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Il ne faut pas qu'on se dise, il ne faut pas qu'on ait une idée négative de nous, parce que malheureusement, on a perdu ces batailles. Et c'est pour ça que je dis toujours que nous ne devons pas lâcher. Et il faut qu'on comprenne que une chaîne ne vaut que par son maillon le plus faible. Si tous les Africains se battent pour ne pas être le maillon faible, mais pour vous assurer qu'on peut aller très loin. Très beau, très beau. Alors encore 3 questions. L'autre c'est, aujourd'hui vous parlez du travail, ce qui est très juste. Vous parliez également du secteur informel en Afrique qui est instauré, implanté depuis plusieurs années, depuis les origines même de l'Afrique, pour le dire ainsi. Et on remarque surtout ces dernières années que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui en Afrique est grandissant. Donc quel regard est-ce que vous portez sur cela? La jeunesse aujourd'hui est une jeunesse qui a envie d'entreprendre, peut-être parce qu'elle n'a plus confiance en les institutions présentes aujourd'hui, celles formelles ou autre chose, ou que le secteur informel lui fait un peu peur, on va dire, à cette jeunesse-là. Aujourd'hui, donc, l'entrepreneuriat est un peu situé comme un juste milieu entre le secteur informel et le secteur formel. Donc vous, quel regard est-ce que vous portez sur cet entrepreneuriat grandissant de la jeunesse africaine? Alors, de toutes les façons, les jeunes n'ont pas le choix. Pour la bonne et simple raison que ce sont les États qui donnaient du travail avant. Vous savez, l'Organisation économique de l'Afrique, juste après les indépendances, il y avait un secteur public, un secteur économique public extrêmement important, avec des sociétés nationales à n'en plus finir. Ça n'a pas marché. On a privatisé et après on a essayé de créer des sociétés par-ci, par-là. Bon. Mais avec tous les défauts que je vous ai expliqués, évidemment, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, moi je trouve ça extrêmement positif. Le seul problème, c'est qu'ils ne trouvent pas de financement. Ils ne trouvent pas de financement. Ou bien, s'ils trouvent des financements, il y a quelque chose qui manque sur la chaîne. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème, puisque si l'Afrique veut être puissante, elle a besoin que ces jeunes aient l'esprit d'entreprise.
Parce que l'esprit d'entreprise, on peut l'avoir dans une entreprise privée, on peut l'avoir aussi dans une entreprise publique, on peut l'avoir dans l'administration, etc. Deuxième chose, je pense que il est important qu'on change vraiment de paradigme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les choses se passent comme si on a pris l'Afrique et on l'a posée dans le système international. Nous avons des jeunes qui sont très bien formés dans des universités à l'étranger, mais aussi sur le plan local. Moi, j'ai fait mes études au Sénégal. Attention, tout ce que je sais faire aujourd'hui, j'ai ajouté des éléments, mais la base, c'est au Sénégal. Donc la base, c'est au Sénégal. Donc, pour répondre à votre question, je pense que il faut développer tout ce qui concerne la traçabilité. Parce qu'un jeune qui entreprend doit être sûr que l'argent qu'il utilise est de l'argent licite. Parce que l'argent qui n'est pas licite, c'est de l'argent perdu pour l'État. C'est de l'argent qui finance peut-être des activités très mauvaises. Quand je dis très mauvaises, la drogue, des choses comme ça. Donc, des activités qui détruisent la jeunesse. Donc, pour moi, la problématique de la traçabilité, elle est fondamentale. Donc, avant même de faire quoi que ce soit, pour pouvoir appuyer, à mon avis, les jeunes, il faut qu'on crée un système qui sécurise le fait que déjà, ils reçoivent un financement de tel ou de tel ou de tel ou de tel. Ça va leur permettre d'abord d'être sûr qu'ils sont dans la légalité, de ne pas se poser de questions sur le côté licite de l'argent. Et deuxièmement, ça leur facilite, je dirais, l'ouverture vers l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que si vous êtes africain et que vous venez du Sénégal ou du Congo ou je ne sais pas, de Côte d'Ivoire, vous voulez acheter un appartement à Paris ou je ne sais pas trop quoi, attention, il ne faut pas croire que vous allez, parce que vous avez l'argent, vous allez le faire. Non, parce qu'on ne sait pas d'où vient votre argent. Parce qu'il y a un problème de traçabilité. Donc, il y a des systèmes qui existent, des accords internationaux, il y a le BEPS, et il y a un autre accord qui permet d'enregistrer, comme les Américains font, quand vous ouvrez un compte, etc., on répercute à votre pays, on sait que vous avez ouvert un compte, vous avez mis de l'argent comme ci, comme ça, etc., etc. Donc, on sait que l'argent que vous avez, c'est de l'argent licite. Donc, pour revenir à votre question, il faut appuyer les entreprises, les initiatives qui sont prises par les jeunes pour créer des entreprises, mais il faut surtout assainir l'environnement pour les mettre en sécurité. On ne doit pas laisser des jeunes se jeter comme ça, prendre l'argent n'importe où, faire, je ne dis pas n'importe quoi, mais se lancer en toute bonne foi et malheureusement, finalement, financer indirectement des activités illicites qui sont des activités de drogue, de machin, de trucs, etc. Alors merci, ça se voit que vous avez le sens du travail et surtout du bon travail bien fait. Et c'est quelque chose aujourd'hui en Afrique, comme vous l'avez très bien soulevé, qui est la clé de voûte, on va dire, de notre développement. Dites-vous bien une chose, la haute couture, ce qui distingue la haute couture du prêt-à-porter, c'est la finition. C'est-à-dire quand vous avez fini votre travail et que vous vous dites c'est fini, c'est à ce moment-là qu'il faut regarder. Parce que là, toutes les améliorations que vous apportez, c'est ça qui vous permet de passer du normal à l'extra. Très très bien dit. Pour conclure cette interview, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un petit message assez concis à la jeunesse africaine? Alors, un message assez concis à la jeunesse africaine. Il faut que la jeunesse africaine croie en elle. Il faut que la jeunesse africaine comprenne que, si elle ne l'a pas déjà comprise, que le combat le plus important, c'est le combat qu'on mène avec soi. Les autres ne sont pas la cause de nos problèmes. Les autres, ils font ce qu'il faut pour défendre leurs intérêts. Je dis ça pourquoi? Pour ne pas se laisser influencer à suivre Jean, Paul, Jacques, ou dire que par exemple, tel pays, il vaut mieux coopérer avec tel ou tel autre pays, gna 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 gna, etc. Non, la vérité c'est que coopérons de meilleure manière entre nous, et si on coopère de meilleure manière entre nous, en s'entendant sur nos intérêts, et en comprenant que l'intérêt supérieur de l'Afrique, c'est que nous tous on s'entende, et qu'on ait confiance en nous, à mon avis, on ira déjà beaucoup plus loin. Parce que je peux vous assurer, et c'est quelqu'un qui a quand même vécu, qui vous le dit, la confiance, c'est ça qui fait que les autres pays s'en sortent mieux que nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Malick Diawara. C'est un plaisir pour moi, c'est un plaisir pour les GNDA de vous avoir accueilli dans cette interview également lors de cette journée nationale des diasporas et de l'Afrique.
Alors, excusez-moi, je n'ai pas remercié les JNDA, donc je vais le faire. Pierre de Gaëtan, donc Njikam, donc vraiment... enfin bref, je pense que c'est une initiative absolument extraordinaire. Je salue toutes les personnes qui travaillent aux Journées nationales des diasporas africaines. J'encourage, voilà. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible et surtout qu'on va pouvoir y aborder des thématiques qui vont permettre aux jeunes, qu'ils soient en Afrique ou qu'ils soient en Europe, aux jeunes de comprendre que le challenge, il est pour tout le monde et qu'à chaque fois qu'on laisse tomber un boulot à faire, ben c'est qu'on a laissé tomber l'Afrique. Merci. Merci beaucoup.